Et bonjour à tous. Bonjour. Le son. Alors, le télé d'aujourd'hui, c'est matériaux magnétiques. C'est moi, il y a de moins en moins de monde à chaque fois dans les séances. Ah, c'est pas impossible. Ouais, j'ai l'impression qu'on était parti de 20 et là, vous êtes plus que 8. Bon, il y en a 2-3 qui vont arriver en retard, mais enfin bon. Alors, donc matériaux magnétiques. Donc on a un circuit magnétique qui est celui-là. Donc on a un fer ici et un aimant là. On nous donne la caractéristique de notre aimant, de l'induction et de l'intensité du champ magnétique. Donc on nous donne les différentes caractéristiques. Donc on nous dit que HF et BF c'est l'induction et l'intensité du champ magnétique dans le fer. Pour l'aimant c'est HA et BA. BR et CR, c'est l'induction rémanente et le champ coercitif de l'aimant. S, c'est la section du circuit magnétique qu'on considère comme constante dans tout le circuit. LF, c'est la longueur de la partie fer, donc tout là. Hop. MUR, la perméabilité magnétique du fer. LA, la longueur de l'aimant et la perméabilité du vide. Et donc la première question qu'on nous pose, ça va être de placer les vecteurs champ et induction dans le fer et dans l'aimant et de choisir un sens pour la ligne de champ moyenne. Alors, hop, tac. Hop, on récupère ça, on le met là. Hop là. Alors, mes vecteurs, où est-ce que je vais les mettre? Mes vecteurs, induction et... Enfin, déjà mon flux, première chose. Mon flux phi, où est-ce qu'il va se situer? Et pas peur de répondre, hein. Il se propage à travers le matériau. Ouais. On va le mettre à quel niveau là? Hop, si j'essaie de retrouver dans le cours. Tac. Voilà. Là, le flux magnétique, si on regarde la ligne dans le circuit qu'on a ici, notre flux, on va le mettre selon la ligne de champ, enfin le long de la ligne de champ principale. Vous voyez? On voit pas ma souris? Si, voilà. On va le mettre le long de la ligne de champ principale. Donc là, on va faire exactement la même chose. Donc, notre flux phi. Alors, je choisis un sens. On nous a dit d'en choisir un, c'est à nous de voir. Moi, j'ai choisi le sens horaire. Ensuite, on va avoir HA et... enfin, non, on va faire dans le fer d'abord. On va faire dans le fer HF et BF. Par rapport au flux, ils vont avoir... est-ce qu'ils vont être collinaires, perpendiculaires? Est-ce qu'ils vont être dans la même direction? Comment ça va se passer?
Ils vont être dans le même sens, non? Ouais. Donc on va mettre, je sais pas, HF, tiens. HF, puis on va mettre, bon, ils ont pas tout à fait la même longueur, hein. Là, ils sont dans le même sens, effectivement, que le flux. Et BF. Ok. Et pour l'aimant, alors on les met comment? Pareil, dans le même sens? Non, ils rentrent euh, vers le haut. Quand tu me dis ils rentrent vers le haut, c'est BF et HF, c'est quoi? Ou c'est HA et BA? Euh, euh, J'aurais dit, peut-être, je sais pas trop en fait. J'aurais dit le flux. Le flux? Ça va toujours être le long du flux, hein. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, bon, je vous le dis tout de suite parce que moi, bon, déjà, j'ai fait l'exercice et puis un truc toujours en examen, lisez toujours tout l'exercice. Si vous voyez, c'est à la question 1.4. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Hop. Quand on lit tout l'exercice, qui est le truc à toujours faire, vous voyez que sur la question 1.4, on va vous demander d'écrire le théorème d'Ampère le long de la ligne de champ moyenne. Que peut-on dire sur le sens du champ dans l'aimant par rapport au sens du champ dans le fer? Donc là, vous savez qu'il va y avoir une histoire de sens à un moment. Donc le sens, dans un premier temps, ça va pas être le plus important. Donc on va mettre, effectivement, ça va être dans la même direction que le flux. B, A. Par contre, effectivement, on sait pas on sait pas encore vraiment si est-ce que c'est dans le même sens ou pas. C'est dans la même direction. Ça, est-ce qu'il y a d'autres choses à placer ou pas? Choisir un champ, nanana, nanana. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça, pour le moment? Bon, pas de réponse, on va dire que oui. Oui, oui. Alors, donc ça, c'était la question 1.1. 1.2. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande donner l'expression de la réluctance R de la partie fer en fonction de mu0, mu-R, S et LF. Alors, je vous écoute, comment je calcule ma réluctance? C'est L sur mu0, mu-R fois S. Mu0, mu-R, fois S. Donc ici, S, c'est le même dans toute la section du circuit magnétique. Par contre, L, on va préciser que c'est la LF, parce que c'est la réluctance RF. Voilà. Et je précise effectivement que la perméabilité, c'est celle du fer. Ça, après, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, je crois. Non. Donc ça, question de cours, hein. Question suivante. On me demande de trouver l'expression de la différence de potentiel magnétique aux bornes de la partie fer. D'abord en fonction de R et Φ, et ensuite en fonction de LF et HF. Alors, cette différence de potentiel magnétique, comment est-ce qu'on l'appelle? Monsieur, Oui. désolé, je suis un petit peu perdue, mais c'est quel TD qu'on fait là? C'est TD matériaux magnétiques. Ok, merci. Ça doit être, ouais, sujet TD matériaux magnétiques, ouais. Ça, alors, comment est-ce qu'on peut l'appeler, cette différence de potentiel magnétique? J'essaie de retrouver dans le cours en même temps que vous. Dans le cours, il y a une formule. Tu me dis Il appelle qu'il y a une formule? UM. Comment? Ouais, c'est UMT.
Ouais. UM avec le symbole du coup de la ligne de champ moyenne. Non, attends. Il est où dans... Enfin, c'est le cours qui est sur Moodle que vous regardez ou c'est un cours que vous avez pris vous? Oui, c'est ça. Ouais. C'est lequel, le 1 ou le 2? Le 1. Le 1. Hop. J'essaye. Merde, je suis plus connecté. À la page 6. Hop, hop. Tac, page 6. Ouais. Hop. Tac. Voilà. Donc c'est un petit U ici. Différence de potentiel magnétique. Le long de la ligne de champ. Ça, je sais pas c'est quoi comme lettre. Si c'est gamma, ce que c'est. Bon, c'est un U un peu comme la réluctance, un U manuscrit, on va dire. Vous devez également l'avoir. Ouais, non, il est écrit comme ça, effectivement. Donc on va aller écrire U comme ça, magnétique. Et donc du coup, je vais écrire qu'il est égal à quoi? Et du coup, la reluctance soit le flux magnétique. Ouais. La réluctance fois le flux. Qu'est-ce qu'on me demande ensuite? On me demande de l'écrire, donc ça c'est la première expression, et ensuite on me demande de l'écrire, de l'exprimer en fonction de LF et de HF. Donc pour l'écrire en fonction de LF et HF, bon, déjà je vais mettre RF ici. RF, on va pouvoir remplacer l'expression qu'on a là, on va pouvoir avoir du LF. Donc pour avoir du HF, il va falloir qu'on exprime phi. Va falloir qu'on fasse ressortir le champ magnétique de phi. Comment est-ce qu'on va faire? Phi, je peux l'exprimer comment? Une relation que vous devez savoir. Je vais essayer de retrouver en même temps. Voilà. Ici. Si on regarde, mon flux, c'est l'intégrale sur la section de l'induction magnétique. De l'induction magnétique. Est-ce que après, donc ça c'est une expression que je connais, ok. Est-ce que B, j'ai possibilité de l'exprimer en fonction de H? Oui. C'est MUH. Alors, B c'est égal à mu H. Et donc du coup, mon flux phi que j'écris intégrale sur la surface de B, merde, faut que je remette ça. Dégage. De B ds. Si je combine ces deux expressions, mon flux, je peux l'exprimer en tant que mu 0 mu R H fois S. On est d'accord? Le MUR, il vient d'où? En fait, si tu veux, mu, quand tu donnes la perméabilité, c'est la perméabilité du vide, Ah oui, c'est bon. la Oui, perméabilité relative. oui. Donc, ce qu'on fait, on va écrire notre UM qui est égal à LF sur mu 0 mu R du fer fois la section fois phi, donc phi étant mu 0 toujours dans le fer HF fois la section. Donc tout ça, ça se simplifie avec tout ça, ce qui me permet d'écrire la relation finale est égale à LF HF. C'est bon pour tout le monde la façon de faire ou pas? C'est bon. Ouais. Ouais. Impeccable. Donc là, ça c'est fait. Donc ça c'était la question combien? 1.3. Question 1.4. Donc là, c'est là qu'on va voir avec le sens.
On me demande d'écrire le théorème d'Ampère le long de la ligne de champ moyenne. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que... comment est-ce que je l'écris ce théorème d'Ampère le long de la ligne de champ moyenne? Monsieur, excusez-moi. Oui. Dans l'équation de UM, là, Ouais. à côté du L, c'est un F ou c'est un phi? Ce que j'ai encadré en rouge, Oui, voilà, c'est L F ou L phi, je vois pas très bien. c'est LF. F comme LF. fer. Ok, ah, faire, ok, oui, d'accord, ok. Je pensais que c'était la fréquence. Ouais, Merci. je vais le mettre en indice plus petit parce que c'est vrai que je le mets un peu gros. LF. HF. Comme ça. Effectivement, c'est peut-être écrit un peu gros. Merci. Alors, mon théorème d'Ampère. Bah, on a la formule dans le cours et on remplace UM. Alors, déjà, formule dans le cours, ça je suis d'accord. Ce qu'on va faire, c'est... Hop. Voilà, donc dans l'encadré. Celui-là, on va pas le regarder tout de suite. Hein. C'est pas ce qui nous intéresse directement. Nous, ce qu'on va faire, c'est avec l'encadré qu'il y a là. Donc, on a l'intégrale le long de la ligne de champ moyenne du champ magnétique qui est égale à cette somme-là. Donc, avec n qui est quoi? Le nombre de spires, non? Ouais. Et alors, combien est-ce qu'on a de spires sur notre bobinage, nous? Enfin, sur notre circuit, pardon. Vous en voyez combien? Une, hein, d'après ce que je vois. Oui, qu'une. Ouais, vous voyez combien de tours de... Il est où le fil qui fait une spire, là? Il y en a pas? Bah ouais. Moi, j'ai pas l'impression de voir... Bah, 0 alors. Ben voilà, exactement. Si on prend, hop, cette partie-là du cours... Tac. Si vous regardez, là, j'ai mon circuit magnétique qui est là. Et j'ai mes enroulements qui sont là. J'ai pas d'enroulement, moi j'ai juste un circuit. Donc, bah, ma somme, donc ça qui est égal à ma somme sur K de NI K, merde, K, pas de bobinage, donc N égale 0. Donc ça fait que mon intégrale, elle est égale à 0. Donc dans mon intégrale, si je décompose ce qui se passe dans tout le long de la ligne de champ, je vais avoir combien de champs H différents? Je vais avoir la contribution de quoi et de quoi? Celui dans le fer et celui dans les mains. Ouais. Donc celui dans le fer, qui est le long de la ligne dans le fer, plus, parce que c'est une intégrale, c'est une somme, celle qu'on a dans l'aimant, le long de la ligne de l'aimant. Et ça, c'est égal à 0. Et donc, si on met en égalité, ce qu'on voit, c'est que le produit HF-LF, il est opposé au produit HA-LA.
Donc si on regarde ça, qu'est-ce que ça veut dire sur le sens des champs dans l'aimant et dans le fer? Ils Ils sont sont opposés. opposés. Voilà, exactement. Ils sont dans les sens opposés. Donc on va revenir là-haut. Et mes flèches que j'avais fait dans le même sens, je vais les modifier. Et je vais les faire dans l'autre sens. Ok? Deux secondes. Je suis en TD. Ah, merci. Ça marche. Hop, excusez-moi. Donc on reprend. Voilà, donc on a changé le sens du champ. Question suivante. On me demande, donc en utilisant la caractéristique magnétique de l'aimant permanent, donc la caractéristique c'est celle-là, d'exprimer la différence de potentiel magnétique UM aux bornes de l'aimant en fonction des grandeurs propres de l'aimant. Donc en fonction des grandeurs qui sont là, quoi. Ça, hop, je reviens là, je reviens tout en bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va récupérer cette partie-là, histoire de l'avoir en visu tout du long. Voilà. Donc là, voilà. On a besoin de ça. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on a exprimé tout à l'heure la différence de potentiel magnétique, on l'a exprimé comment? En fonction de HF et de LF. On est d'accord? Oui. Regarde. En plus petit, on a dit HF. Putain, mais ma pointe, elle est dégueulasse. HF et LF. Et donc ça, c'est égal à moins HA LA. Et donc ce qu'on me demande, c'est d'écrire du coup en fonction des caractéristiques propres de l'aimant. Donc du coup, faut que je modifie un petit peu tout ce que j'ai. En gros, je vais partir de cette expression-là, là, ici. Et faut que je remplace un petit peu mon HA par d'autres paramètres qui sont HC, BR par exemple, pour avoir ces propriétés-là. Donc le truc qu'on va faire, c'est que on va écrire l'équation qui lie BA à HA. On va l'exprimer. Donc si on regarde, c'est quel type de caractéristiques qu'on a? Si on regarde cette courbe-là, là, en rouge. C'est une droite. Ouais. Et l'équation d'une droite, c'est quoi? X plus B. Voilà. Bon, sachant qu'on a déjà du A qui traîne, on va écrire avec les lettres grecques, alpha X plus bêta. Ça évitera les confusions. Donc ici, ce qu'on fait, c'est BA de HA, donc qui est égal à alpha HA plus bêta. On est d'accord? Ouais. Ensuite, on va chercher les points caractéristiques. Donc on a deux points caractéristiques ici. On a lorsque HA est égal à 0. Donc si je fais BA de HA égale à 0, il vaut quoi BA? BR. BR. Et donc ça veut dire que donc ici HA égale 0, ça veut dire alpha fois HA ça fait 0.
Donc BR, ça correspond à mon bêta. Ok. Deuxième point caractéristique, c'est lequel? HA il vaut 0. Non, il vaut pas. B il vaut 0. Voilà, HA égale HC. Et donc effectivement, c'est quand BA, il vaut 0. Et donc ça veut dire que alpha HC plus BR, il vaut 0. Donc ça nous donne que alpha, il est égal à moins BR sur HC. Et donc, je peux écrire... Putain, il y a une merde sur ma pointe. BA donc, est égal à moins BR sur HC fois HA plus BR. Ça va à tout le monde, ça, ou pas? Oui. Ouais. Petite question, est-ce que ça vous choque le fait qu'il y ait un moins ou pas? Sachant que la droite, elle a l'air croissante, on a mis un moins. Non, parce que le moins traduit Non. le sens, non, du flux. Bah, le moins, en fait, si tu regardes, il y a HC, on ne sait pas si sa valeur, elle est positive ou négative. Vu le sens, on dirait qu'elle est négative. Mais on nous dit c'est juste une valeur. C'est le champ coercitif, mais on ne nous dit pas s'il est positif ou négatif. Là, vu l'allure de la courbe, il est négatif. Et donc, ça vaudrait moins quelque chose, moins x ampères par mètre. Et donc, les moins s'annuleraient. Et on retrouverait bien la droite croissante. Donc là, on a ça. Donc après, comment est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, si on regarde ici, on a HA. Donc, il va falloir qu'on isole HA pour l'exprimer en fonction de tout le reste. Donc, ça me fait du moins BR, moins BA, pardon. Oh là, on recommence. BA moins BR est égal à moins BR sur HC, HA, ce qui nous fait du HA qui est égal à moins HC, facteur de BA moins BR sur BR. Est-ce que c'est ça? Ouais. Cette expression, je la remplace dans mon UM. Donc ça me fait du L1, même, faut pas que j'oublie moins LAHC, facteur de BA moins BR sur BR. Ok? Monsieur, Oui. le moins, il part pas, vu qu'on a déjà... Bien vu, bien vu, bien vu. Effectivement, il y avait déjà un moins parce qu'on était avec les caractéristiques de l'aimant. Effectivement. Ok. Bon, au moins, ça veut dire que ça suit. Donc, la suite, on me demande, donc dans l'expression que je viens d'obtenir, là, de faire apparaître le flux phi, en tenant compte de la remarque de la question 1.4 sur le sens de l'élément. Alors, mon flux phi, si je rappelle son expression, putain de merde. Si je rappelle son expression, il est égal à l'intégrale sur la surface de B ds. Nous, tout à l'heure, on l'a exprimé
en fonction de l'induction dans le fer. Là, ce coup-ci, on va l'exprimer en fonction de l'induction dans l'aimant. Sachant que, comme on nous a dit, il faut faire attention au sens. Donc tout à l'heure, on avait dit que c'était égal à BFS. Donc sachant que là, on n'a pas le même sens. Moins BA. S. OK? Donc ça, BA, il est égal à moins phi sur S. Que je vais pouvoir remplacer dans mon expression ici. Donc, UM est égal à L1 HC, facteur de... alors ça, c'est juste... ouais, non, on va l'écrire comme ça. Moins phi sur S moins BR sur BR. Comment j'ai fait mes simplifications moi derrière? Ok. Donc j'ai mis ici les moins qui sont là, et je les mets devant. Donc ça me fait du moins LA HC phi sur S plus BR sur BR. Ça fait du moins LA HC. Là, si je décompose, j'ai du phi sur S BR plus 1. Ce qui me fait un UM qui vaut moins LA HC phi sur SBR moins LA HC. Ça va tout le monde, ça? Ouais. Ok. Donc là, on a fait apparaître le flux dans notre expression. Dernière question. On nous demande de proposer un schéma équivalent, donc l'analogie d'Hopkinson, du circuit à aimant permanent. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Si je reprends mon circuit qui est là, à quoi est-ce qu'il est équivalent, quoi? Si on revient là, là, voilà. Donc en gros, l'analogie, c'est ça. C'est l'analogie électrique. Donc on considère que les grandeurs magnétiques correspondent à des grandeurs électriques. Donc ici, mon aimant permanent, je pourrais considérer que c'est quoi? On va considérer que c'est l'équivalent d'une source de tension, que c'est l'équivalent d'une résistance, d'une source de courant. Mon aimant, il permet de générer quoi, techniquement? Un champ. Si on doit faire l'analogie plutôt en électrique. Le flux, Ouais, oui.
Oui, techniquement, oui, mais c'est induit par la différence de potentiel magnétique. C'est ça qu'on a essayé de calculer tout du long, si vous voyez. Bah, si c'est une différence potentielle, alors ça serait plutôt une tension, non? En électrique. Comment? Si c'est une différence de potentiel, c'est plutôt une tension, non? Voilà. Donc, on va la considérer comme une source de tension. Cette source de tension, est-ce qu'on va considérer que c'est une FM pure, une source de tension pure, ou est-ce qu'on a une partie comme dans les batteries, par exemple, ce qu'on a vu la semaine dernière, je crois, avec l'alterno-démarreur, ou est-ce qu'on a une résistance série avec? On peut prendre en compte qu'il y a une résistance pour le matériau, non? Ouais, la réluctance, en fait, de l'aimant. Ce qui va être la réluctance de l'aimant. Donc, en gros, si je dois faire une analogie, donc mon aimant, on va pouvoir dire que c'est une source de potentiel magnétique. On voit pas votre écran, monsieur. Ah, pardon, excuse-moi. Hop. Dans le cours, il l'appelle epsilon, parce que epsilon, c'est comme E, en gros. En série, avec la réluctance de l'aimant. Et tout ça, en fait, c'est notre UM. Donc ça, on a ça ici. Hop. Ensuite, on a notre circuit. Notre circuit qui est en fait notre fer. Et donc, dans notre circuit, on a la circulation d'un flux. Et on a notre réluctance fer. Et si on regarde, si on décompose un peu notre... comment ça s'appelle? Notre UM, si on regarde, effectivement, il va être fonction de... ici. Ça va être... comment est-ce que je vais écrire ça? En gros, on va avoir du moins la réluctance de l'aimant fois le flux, moins, comment je l'ai appelé? Epsilon. C'est pour ça qu'on nous a demandé de l'écrire en fonction. Alors là, il faudrait que je réécrive tout le RF, le machin, enfin le RA, pour que je le réécrive correctement. Mais en gros, ça nous permet d'écrire, enfin de retrouver ce type d'expression-là, le fait de l'avoir exprimé en fonction du flux. On a la force magnétomotrice ici, et on a le produit du flux avec la réluctance. Est-ce que ça va, ça? Ouais. Ouais. Donc ça, avec ici, donc ça, c'est le fer. Et, est-ce que j'ai une autre couleur? Ça, c'est quoi comme couleur? D'accord, c'est un stylo arc-en-ciel. Et ça, c'est l'aimant. Ah, c'est très moche, ce truc. Ok, donc là, donc s'il n'y a pas de questions sur cet exercice-là, on va pouvoir passer au suivant. Hop, que je revienne sur mon sujet. Voilà. Donc, ça va être un peu le même type de problème, hein. Donc là, on va s'intéresser à un circuit magnétique dans lequel on a un aimant permanent. Donc notre circuit, c'est celui-là, hein. Cet aimant permanent, on nous dit qu'il est de type indox et que la courbe de désaimantation est celle qui est donnée ici. Ce type d'aimant appartient à la famille des ferrites qui possèdent des champs coercitifs très élevés, de manière que même si leur induction rémanente est faible, leur produit d'énergie reste élevé. On rencontre ce type d'aimant dans les pièces polaires de certains moteurs, dans des bandes de caoutchouc qui servent à sceller les portes des réfrigérateurs, et dans les bandes magnétiques d'enregistrement. Donc voilà la courbe. Et donc on nous dit, hop,
que le point optimal de fonctionnement de l'aimant, donc pour lequel son volume est minimum, correspond à 0,2 Tesla et 100 kA par mètre. Expliquer comment ces valeurs, est-ce qu'elles ont été déterminées. On va revenir là. Hop. Partie 2. 2.1. Imprimer écran. Hop, hop, hop. Alors, donc on me dit que le point optimal de fonctionnement, il a été déterminé à 0,2 Tesla et 100 kA par mètre. Donc le point sur la courbe, il se situe ici. Qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi ce point-là et pas un autre? À votre avis? Donc on nous dit le point optimal de fonctionnement. Donc c'est pour lequel, en gros, on va avoir le plus grand volume. Le plus petit volume. Et en gros, le maximum d'énergie pour ce plus petit volume. Est-ce que dans notre tableau, là, qu'est-ce qui nous est donné pour qui nous permettrait de calculer un truc en fonction du volume? Parce que c'est ce qu'on nous dit, pour lequel le volume est le minimum. Le produit énergétique. Ouais. Notre produit énergétique, il vaut quoi? C'est le produit de quoi et de quoi? Je vois pas trop, mais je crois que c'est B fois H. C'est ça. Hop, peut-être que je le mette en plus grand alors. Ah, agrandis-toi, toi. Ah, je peux plus l'agrandir. Merde. Bon, je peux plus l'agrandir. Effectivement, le produit énergétique. Alors, je sais pas c'est quoi la formule, le symbole exact, mais on va dire produit énergétique. C'est B fois H, mais c'est le maximum de B fois H. Et ici, il vaut 20 kJ par mètre cube. Donc, il vaut 20 kJ par mètre cube. Donc, la question, c'est quel point je vais pouvoir avoir mes 20 kJ par mètre cube. C'est ça, en fait. Pour quelle valeur de champ et d'induction je vais pouvoir avoir ce point-là. Et si je fais le produit, 0,2 fois 100. C'est vrai. Voilà. Deux fois 100. Donc c'est 100 000, hein, histoire qu'on ait les bonnes trucs. Effectivement, ça fait nos 20 kJ par mètre cube. Donc c'est de cette manière-là qu'on a fait. Alors effectivement, là ça tombe bien, c'est un point facile. En général, rassurez-vous, ça va forcément être des points faciles comme ça. Enfin, Monsieur, les exercices. excusez-moi. Oui. Le 20 kJ du produit énergétique, vous l'avez trouvé où? Parce que je ne vois pas bien le. Je l'ai trouvé là. Tu l'as dans le ok. sujet. Ok. Si c'est pas écrit assez gros ici, dans le sujet, tu peux l'avoir. Je l'avais pas. Ok, je l'avais pas vu, merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça, du coup? Oui, c'est bon. Pour tous les autres, ouais. Donc, on va Ouais. passer à la suite. 2.2. Hop, on revient sur le...
Ah, ça pris. On revient là. Donc on nous dit, l'entrefer a les dimensions qui sont indiquées sur le dessin, donc une section de 20 cm² et une épaisseur de 5 mm. Les pièces polaires, elles sont considérées comme étant des guides de flux parfait, de perméabilité relative infinie. Donc ça veut dire quoi que la perméabilité relative est infinie dans ces pièces polaires? Dans quelle propriété on a vu tout à l'heure où on avait la perméabilité relative? Le B? Alors tu l'avais dans le B, dans une autre propriété? La reluctance aussi. Voilà, dans la réluctance. Dans la réluctance, donc du coup, ce qu'on avait, c'est que... Elle est nulle, du coup. Comment? Elle est nulle, du coup. La réluctance est nulle, voilà, parce que la réluctance, en gros, elle est proportionnelle à 1 sur mu r. Donc si... Monsieur, vous êtes encore sur le PDF. Ah, merde. Et proportionnelle à 1 sur mu r. Et donc, bah, forcément, si ça, c'est égal à 0, bah, ça, l'inverse, ça va tendre vers l'infini. Non, c'est l'inverse. C'est mu r qui tend vers l'infini. Et donc ça qui va tendre vers 0. On nous dit que les pertes de flux dans l'entrefer sont négligeables. Et bon, on nous redonne la perméabilité du vide. On nous dit, on souhaite une induction dans l'entrefer de 0,6 Tesla. Et première chose, ça va être de tracer la ligne de champ moyenne dans le circuit, de placer les vecteurs champ et induction dans l'entrefer, le fer, l'aimant, et de choisir un sens pour la ligne de champ moyenne. Hop, donc déjà, on va refaire le schéma. Hop. Ici, ça serait bien. Donc du coup, comme tout à l'heure, on va avoir notre ligne de circulation, notre ligne de champ, là. On va peut-être pas le faire en noir. Hop. Donc ça, c'est ma ligne de champ moyenne. Oh, ça c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Que je mette mon flux. Mon flux, je le mets dans quel sens? Pareil que tout à l'heure? Ouais. Voilà. Mon flux, il va dans ce sens-là. Du coup, si mon flux il va dans ce sens-là, sachant ce qu'on savait tout à l'heure avec l'aimant permanent, comment ça s'appelle? Mon flux dans mon... Enfin, mon flux, pas mon flux. Mon induction et mon champ dans mon aimant, ils vont dans quel sens, du coup? Le sens opposé au flux. Ouais. Putain, mais c'est horrible, ça. Ah, j'ai un problème avec ma pointe de stylo. 2 secondes. Il fait que je suis en train de rayer la tablette. B1 et HA. Dans l'entrefer, du coup, c'est dans le même sens. DE et HE. Faut que je le mette où sinon aussi? Entrefer, dans le fer. Excusez-moi, donc dans le fer, ça va aller dans quel sens? Le même sens que le flux, hein. B de mes pièces polaires.
Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure aussi? Donc, B, c'était... Merde, je suis perdu. B, tu me disais que c'était quoi en fonction de H? Mu H. Comment? C'est mu H, non? Ouais. Ça, donc sachant que mon mu R, il tend vers l'infini dans ma pièce, et que mon B, il a quand même une valeur... il a quand même une valeur, parce que bon, il faut quand même que j'ai une induction qui passe, hein. Il a une valeur finie. Donc en fait, j'ai mon champ magnétique dans ma pièce qui, lui, pour contrecarrer en fait un peu l'effet de la perméabilité infinie, je vais avoir un champ H dans ma pièce polaire qui va être très très proche de 0. Dans le but qu'on ait une valeur finie d'induction. Parce que c'est forcément, si on n'a pas d'induction, après, ben, on n'a plus rien qui se passe dans l'aimant, enfin dans le circuit et tout ça. On n'a plus de circulation de flux. Ok? Qu'est-ce qu'il me fallait ensuite? Je crois que c'est bon. Question 2.3. On me demande de calculer le flux magnétique phi dans l'entrefer. Alors, comment est-ce que je le calcule? Avec quelle formule? Intégrale de BDS. Ouais. Donc du coup, on va prendre les valeurs qui sont dans l'entrefer. On est d'accord? Donc, BE fois SE. BE et SE, ils valent combien? Comment je les calcule? Bon, déjà, SE, est-ce qu'il n'est pas donné sur le schéma que j'ai là en plein milieu de la page? B, il vaut 0,6 Tesla, non? Ouais, BE, c'est ce qu'on marque dans le sujet. On veut 0,6 Tesla. C'est le cahier des charges. Et SE, Le centimètre carré. ouais, 20 cm². Et ça fait combien de mètres carrés? Ça fait 10 moins 4. Là. Ouais, 20 fois 10 moins 4. Donc mon phi, il vaut 0,6 fois 20 fois 10 puissance moins 4. Je vous laisse me faire le calcul. Ça fait 1,2 10 moins 3. Ouais. Ok, et c'est quoi l'unité? Des VB, non? Des quoi? C'est des Weber. Ouais. Donc 1,2 milli-Weber. Ça, ok. Qu'est-ce qu'on a après? Donc question suivante. On nous demande de déterminer la section de l'aimant SA de manière à ce que son point de fonctionnement soit optimal. Alors, comment est-ce que je peux réaliser ce dimensionnement? En utilisant la courbe tout à l'heure. Ouais. Donc ça veut dire qu'on aura la courbe de tout à l'heure. On avait dit qu'on avait
un B dans l'aimant de combien? 0,2. 0,2 Tesla et un HA de 100 kA par mètre. Donc, il va falloir qu'on utilise forcément l'une de ces deux trucs. Ensuite, la section, donc c'est ce que je cherche, SA. Alors, comment est-ce que je peux exprimer SA en fonction de quelque chose que j'ai soit dans le sujet ou soit que j'ai calculé, et soit de BA, soit de HA? Est-ce que je peux pas utiliser cette relation-là? Si. Ouais, ce que je vais faire. Mon flux, on est d'accord que je le conserve dans tout mon circuit. Ouais. Donc mon flux qui est égal à BE fois SE, il est également égal à BA fois SA. On est d'accord? Oui. Donc ce que je peux écrire, c'est que SA, il est égal, le flux, je l'ai calculé, donc on va utiliser ça. Il est égal au flux sur BA. Il manque un SE. Non, parce que j'ai utilisé juste le flux, comme je connais la valeur du flux, j'ai pas Ah oui, c'est bon. de BESE. On pourrait, hein, ce serait exactement pareil, hein. Ça fait 6 fois 10 puissance moins 3. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est en mètres carrés. Donc on va mettre 60 fois 10 moins 4 mètres carrés, ce qui nous fait 60 centimètres carrés. Ça, ok. Pas de questions là-dessus, je pense. Non. Non. Bon, alors, question suivante. Donc, on va retrouver un petit peu ce qu'on a fait juste avant. On nous demande de calculer la force magnétomotrice FMM. Donc, ici, on l'appelle FMM. Que doit produire l'aimant. Alors, comment est-ce que je calcule tout ça? Donc, mon FMM, par rapport à l'exercice de tout à l'heure, il correspond à quoi? C'est epsilon. Ouais. Ça vaut NI. Comment? Ça vaut NI. Ouais, mais on va pas le mettre comme ça, du coup. On va regarder... Alors, attends. Comment est-ce que je peux le tourner, mon truc? Que je revienne. Là. Hop, que je regarde si j'ai pas une connerie. Oui, effectivement, c'est bon. Si tu veux, du coup, on a dans notre circuit, on a un peu le même circuit que là, on est d'accord? Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que en gros, la FMM, plutôt que epsilon, on va considérer que c'est UM. Parce qu'on ne nous demande pas, si on regarde dans l'exercice, on ne nous demande pas de calculer la réluctance ou quoi que ce soit. On n'a pas d'informations sur la perméabilité du matériau. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que la FMM, ça va être la FMM totale. Donc, réluctance plus epsilon. Et qu'est-ce qu'il faut que je produise? Qu'est-ce qu'il faut que ça produise? Eh ben, ça faut qu'il produise de quoi faire circuler le flux phi de 1,2 milliVeber qu'on a calculé, de manière à ce qu'il puisse traverser la réluctance de l'entrefer. Ok? La réluctance de l'entrefer, elle est facile à calculer parce que notre entrefer, on nous dit que c'est de l'air. Et la perméabilité relative de l'air, c'est combien? C'est 1. Ouais. Ensuite, les pièces polaires, on a dit que
faudrait les mettre effectivement normalement dans le schéma. Donc on devrait avoir une réluctance polaire ici et là. Les réluctances polaires, des pièces polaires, on a dit qu'elles étaient nulles parce que elles ont une perméabilité relative infinie. Donc si je dois faire mon schéma, plutôt que ça, hop. Si je dois faire mon schéma, je vais avoir donc ici la réluctance de mon entrefer. La réluctance de mes pièces polaires qui vaut 0. Pareil ici. Et en gros là, je vais avoir ma force magnétomotrice qui va me permettre de faire circuler mon flux phi. Donc sachant que ça et ça dégage, ma FMM, je peux écrire qu'elle est égale à phi multiplié par ma réluctance de mon entrefer. Ok? Sachant que la réluctance de mon entrefer, je l'écris comment? C'est fois la réluctance. Là. Ouais, mais je te demande l'expression pour qu'on puisse le calculer. C'est les pièces de l'entrefer. C'était LF ou LE, parce que là, c'est pour l'entrefer, divisé par la perméabilité. on a mu 0, mu R, S. Voilà. Le mu R, on n'a pas besoin de le mettre parce qu'on sait déjà qu'il fait 1 fois S. Et donc ça nous fait du 1,2 10-3 fois l'épaisseur, elle fait 5 10-3. Sur 4 pi 10-7 fois, sachant que là c'est la section de l'entrefer, 20 fois 10-4. Moi, j'ai 23,87. 23,87. Est-ce que quelqu'un a pareil? Et c'est quoi l'unité? Bah, des Weber. Ah ouais? Tu multiplies Ah oui, non, Weber par quelque chose et t'as des Weber. Non, c'est pas des... Des volts? T'es sûr de toi? Moi, j'aurais dit des ampères. Alors effectivement, il faut que je retrouve dans le cours. Là. Effectivement, la force magnétomotrice, si on regarde ici, elle s'exprime en ampères. Ah oui. C'est l'équivalent de la FEM qui, elle, est en volts, mais ici, elle est en ampères. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé la même chose? Moi, j'ai trouvé 2387. 2387. 32. Ouais, le virgule 32, quand t'es à 2300, forcément. Moi aussi, j'ai 2387.
Ouais, donc là j'en ai deux à 2300. C'est pareil pour tout le monde? Ouais, mais c'est moi qui ai fait une erreur, en fait. C'est ça. Donc 2387. Ok. Ça, on est bon. Ça, ce sera pour plus tard. On me demande de calculer la longueur de mon aimant. La longueur LA de mon aimant. Comment est-ce que je la calcule, cette longueur? On a la réluctance, non? L'élément. Alors, vas-y, dis-moi. On a RA, c'est LA sur mu 0 SA. Mu R SA. Ok. Donc là, Le SA, on l'avait déjà calculé. ouais. Le RA, est-ce qu'on l'a? Personne qui veut l'aider? Là, ben là, on ne connaît pas la valeur de la réluctance. Bah, j'ai l'impression, ouais. C'est compliqué, du coup. Effectivement, on aurait pu faire ça, mais là, on la connaît pas. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Une autre méthode, peut-être. Mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser dans le tableau qu'on avait tout à l'heure? Alors, Il y a un champ coercitif. coercitif. Coercitif, ouais. Ouais. On ne pourrait pas l'utiliser, ça? On pourrait utiliser, alors peut-être pas forcément le champ coercitif, mais j'aime bien là où tu vas. On pourrait utiliser quelque chose avec le champ magnétique, effectivement. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a utilisé comme relation avec le champ, avec le champ magnétique? Un théorème. Bon, euh, Bah, le théorème d'Ampère, du coup. Ouais, j'en écrit le théorème d'Ampère. Donc, on fait notre intégrale de H dl. On avait dit que c'était... Monsieur, on ne voit plus votre écran. Excusez-moi. Hop. Ici, est-ce qu'on a encore du bobinage? ben non. Toujours pas, donc ça c'est égal à 0. J'avais dit que le champ dans mes pièces polaires, du coup, il était très proche de 0, de manière à ce qu'on on puisse quand même avoir le flux malgré les réluctances qui sont nulles.
Donc du coup, ce que je vais avoir le même type de relation que tout à l'heure. Je vais avoir du HA-LA qui est égal à moins HE-LE. Je réécris l'étape supplémentaire. HA-LA plus HE-LE est égal à 0. Monsieur, Oui. du coup, on ne prend pas en compte le HF parce qu'on dit qu'il est très proche de 0. Le HPP, là, dans les pièces polaires. Oui, Ouais, effectivement. ok. Effectivement, normalement, il faudrait qu'on le mette. Plus HPP, LPP égale 0. Ça, c'est très proche de 0. Et donc, ce qui nous permet d'écrire ça. Là-dedans, donc je pourrais isoler LA. HA, est-ce que je le connais? Ben, HA, oui. Ouais. LE, je le connais. HE, est-ce que je le connais? Oui aussi. Ouais. Il vaut combien HE? Euh, Alors, tu le connais pas forcément directement, mais tu le connais quand même. Eh bien, on a B. Exactement. Donc du coup, je vais écrire directement LA, c'est égal. Bon, le moins, une longueur négative, on est d'accord que ça rime à rien, donc bon, voilà. Je le laisse, mais il va sauter. Donc ça fait du moins LE sur HA. Et HE, je l'écris comment du coup? BE. C'est BE sur mu. BE sur mu 0. Ok? Et donc ça, ben, je vous laisse me calculer la longueur. Monsieur, Oui. du coup, pour le HE, j'ai pas compris la dernière fois. Ben, en fait, HE, on sait que on sait que c'est égal à BE sur mu. Donc Ah oui, ok. 0. Mu 0 parce que bah, mu R il vaut 1. Ok, merci. Et on a remplacé directement. Monsieur, le HA, on le met en ampères par mètre ou on le laisse en kilos? Ouais, faut que tu le mettes en ampères par mètre. Bah, du coup, j'ai 23 873. T'as pris combien en BE? BE, j'ai pris. Je crois que j'ai pris 0,6. Non, attends que je fasse le calcul moi aussi. 5, 10 moins 3 fois 0,6 divisé par 100 000 divisé par 4 pi 10 puissance moins 7. Syntaxe erreur.
Ouais, moi j'ai pas ce que t'as là. Revérifie tes unités. T'as LE à combien? Moi, j'ai Ah ouais, non, j'ai 100 millimètres en fait. Voilà. Non, c'est. Non, je sais pas. Dis-moi combien tu as? moi, j'ai 2,38 fois 10 exposant moins 2. Donc ça fait 2,38 cm. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont la même chose? Oui. Ouais. Ok. Donc ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, là, sur, avant que je passe à la conclusion du TD, là, de la dernière question? On dirait que non. Hop. On revient là. Donc, on constate que la section des pièces polaires est plus faible devant l'entrefer que devant l'aimant. Effectivement, devant l'entrefer, on a une section de 20 cm², tandis qu'au niveau de l'aimant, la section, elle est de 60 cm². Alors là, on va essayer d'échanger, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette section, elle est plus faible devant l'entrefer que devant l'aimant. À votre avis? Quelle que soit l'idée, je prends. Ça va permettre de discuter, même si ça sort un peu de nulle part. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'idées. C'est à cause de la perméabilité pardon, des matériaux. Du coup, puisque l'aimant a une perméabilité propre et du coup l'air a une perméabilité de 1, comment dire, on peut en prendre ça en compte du coup. Développe un petit peu, histoire parce que je suis pas bien sûr de comprendre ce que tu veux dire. Bah, du coup, puisque dans l'équation B est égal à mu fois H, Oui. du coup la B dans l'entrefer, du coup c'est juste égal à H normalement. Et ah non, du coup je suis parti sur la Fais mauvaise attention, piste. fais Je attention. suis Fais parti sur attention. la mauvaise piste, pardon. Voilà. Si je compare les champs, les inductions dans l'aimant et dans l'entrefer, on a combien et combien? 0,2 et 0,6 Ouais. Sachant que le plus petit, il est où? Il est dans l'aimant ou dans l'entrefer? dans l'aimant. Ok. Donc si on raisonne, ce qu'on a fait, c'est que on est passé d'une induction de 0,2 Tesla à une induction dans l'entrefer de 0,6. Donc on a augmenté l'induction, sachant qu'on a toujours la conservation du flux, hein. Donc ce qu'on a fait avec notre circuit là, on a concentré en gros le flux de manière parce que ce qu'on a, c'est que le flux, c'est le produit de la section fois l'induction. Donc ce qu'on a fait, c'est donc en fait l'induction, c'est ce qu'on pourrait appeler, hop, je vais repasser là. Ah merde, là. Hop, 2,7. Mon flux, c'est égal à B fois S. Donc BA, SA, BE, SE. Là, ce que je remarque, c'est que j'ai concentré du coup mon flux, la densité du coup, elle est plus importante de flux. Donc ça, celui-là, BA, plus petit que BE. À votre avis, un aimant avec une forte induction, c'est plus cher ou moins cher qu'un aimant avec une faible induction?
Ouais, c'est plus cher. Voilà. Donc, l'intérêt d'un tel circuit, c'est qu'avec un aimant qui a une faible induction, on est capable de concentrer le flux et avoir une augmentation de l'induction. Ce qui permet, en gros, en réfléchissant intelligemment, ça permet d'économiser quelque part sur le matériau. On va avoir l'induction voulue, donc celle qu'on voulait de 0,6 Tesla, en utilisant un aimant qui n'est pas forcément le plus puissant du monde. Ok? C'est clair ou c'est pas clair mon explication? C'est clair. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions du coup sur le TD ou pas? J'ai l'impression que non. Du coup,